Moi, j'ai eu la chance de travailler sur différents territoires, que ce soit Champagne-Ardenne, région parisienne, la Basse-Normandie, qui n'est plus Basse-Normandie d'ailleurs maintenant, et Pays de la Loire. Et il est vrai que lorsque j'ai commencé à être petite cheville ouvrière par rapport à la commande publique, je me suis assez vite rendu compte que c'était avant tout une aventure humaine, avec une temporalité très particulière, une temporalité avec des accélérations, des attentes qui sont parfois un petit peu complexes. Et la commande publique est éminemment aussi une question politique, une question d'aménagement d'un territoire, de la réflexion que peuvent avoir des élus ou des groupes de commanditaires qui à un moment donné se disent « essayons de travailler ensemble pour voir comment la création et une œuvre ou des œuvres peuvent être envisagées ». Voilà un petit peu, c'est de cette manière-là que les choses ont pu être comme ça, envisagées et composées. Pour parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue en Normandie, cela a été très intéressant par rapport à la construction de l'école d'art de Caen, où en fait un travail a été fait avec une équipe de jeunes designers graphiques, Camping Design, qui ont travaillé donc sur cette écriture de l'école d'art. Et puis des projets après ont été aussi élaborés quand je suis arrivée en Pays de Loire. Mais en Pays de Loire, bien évidemment, il y avait déjà une histoire très importante liée à la commande publique. Donc je vais évoquer évidemment ce monument dispersé, comme l'appelle Jean Blaise, d'Estuaire, hein, donc 2007, 2009, 2012, avec justement cette idée d'une temporalité qui est quelque part sans jeu de mots, puisque la Loire est là, c'est donc 120 km de rive entre Nantes et Saint-Nazaire, de faire en sorte qu'un projet soit aussi bouclé dans l'espace et dans le temps. Donc de quelle manière en fait l'État en fait a accompagné certaines réalisations de ces œuvres avec un parcours qui était revendiqué comme tel, et surtout la question d'un aménagement des rives de la Loire qui était porté par les collectivités, puisque en fait actuellement, enfin du moins la dernière édition de l'Estuaire en 2012, c'est 22 communes qui étaient partie prenante. Donc là, si vous voulez, c'est aussi ce levier politique qu'il importe d'envisager, et aussi, et surtout, et prioritairement, la manière dont un artiste ou dont des artistes se saisissent d'un paysage, se saisissent d'un espace et se saisissent aussi de rencontres avec des individus pour faire en sorte qu'une œuvre, en fait, ou que des œuvres puissent surgir. Il y a aussi d'autres projets qui ont été importants avec les nouveaux commanditaires. Je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler. Je pense à un projet qui a été dans une temporalité relativement rapide à l'Institut de cancérologie de Saint-Herblain, où des patients, en fait, dans un lieu très anxiogène, comme un lieu comme cet hôpital, des patients se sont dit « nous avons besoin d'une présence artistique ». Et lorsque l'appel à projet a été rédigé, ça j'y reviendrai peut-être, l'importance du cahier des charges, rédigé par un comité artistique, un comité de pilotage, qui regroupe des commanditaires, qui regroupe des élus, qui regroupe des usagers. C'est pour ça que je parlais d'une temporalité relativement longue. L'Institut de cancérologie à Saint-Herblain, donc c'est Bruno Penado qui en a fait une réponse, je crois, assez exemplaire, d'une circulation dans un lieu, encore une fois, très anxiogène, avec des contraintes techniques fortes. Et là, le dialogue avec les équipes médicales, avec les patients, ont permis cette réalisation de Bruno Penado. Et puis les réalisations aussi dans un cadre patrimonial, comme des vitraux, je pense aux vitraux de Pascal Convert à Saint-Gildas-des-Bois, ce magnifique travail à partir des photographies de Charcot
et avec l'utilisation de ce cristal de baccarat en creux qui nous permet de voir des vitraux en fait très blancs et très lumineux en même temps, qui peuvent accompagner une déambulation dans cet espace, ou les vitraux de Pierre Mabie à Chalonnes, et aussi des commandes qui répondent véritablement à un travail d'aménagement urbain, comme celle qui a été réalisée et inaugurée récemment, en avril dernier, le projet Songline, donc porté par Delphine Bretéché et Martin Grassi. Donc là, il s'agissait, dans le cadre d'un prolongement d'une ligne de tramway, de faire en sorte, et en intelligence avec le territoire monceau, et en intelligence bien évidemment avec l'école d'art du Mans, qui est une école d'art qui délivre depuis 2010 un DNSEP acoustique et design sonore, nous nous sommes dit ensemble comment faire pour articuler en fait une réflexion avec toutes ces capacités en fait d'un territoire au Mans et la Sarthe plus globalement, qui avait été peut-être un territoire un peu discret quant à la diffusion de la création contemporaine. Bon. Ceci étant, la discrétion n'empêche pas qu'il y ait des aventures intéressantes, et donc ce projet a pu voir le jour parce que, encore une fois, les industriels ont été convaincus, et ils ont été extrêmement partie prenante. Là, je voudrais vraiment saluer le travail de la CETRAM, qui est l'organisation du tramway Monceau. Et ce travail de Delphine Bretéché et Martin Grassi après un appel d'offres international, il est intéressant parce que ça a été d'abord une résidence de ces deux créateurs sur place pendant de longs mois pour capter en fait les voix des différentes personnes qui accompagnent en fait l'utilisateur sur le tramway. Songline en reprenant bien évidemment l'idée de la cartographie sonore chez les aborigènes. Donc, dans cet état des lieux un petit peu rapide, entre les bords de Loire, estuaires, avec des œuvres comme celles maintenant qui sont presque emblématiques, de Roman Signer, de Kawamata, et bien d'autres, dans un contexte plus intime, comme celle de Mabie ou de Convert, ou dans un projet industriel, on se rend compte quand même de la capacité qu'ont les artistes de pouvoir se glisser ou s'immiscer dans des problématiques qui sont des problématiques complexes. Mais encore une fois, je le redis, sans volonté politique, sans temporalité, sans moyens, voilà, la commande publique aurait peut-être du mal à pousser. Elle pousse, elle fleurit, elle prospère. Je pense qu'elle a encore devant elle de très belles années. Et puis penser bien évidemment à des formes artistiques qui sont des formes artistiques très ouvertes. Faisons attention, si vous voulez, à ce panel parfois commode, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les arts dits numériques, etc. Mais il n'empêche que nous avons aussi des artistes parfois de générations plus jeunes qui ont la capacité aussi de répondre avec énormément d'énergie à des problématiques, parce qu'il s'agit bien aussi de répondre à un cahier des charges, à une commande. Et pour moi, le travail aussi qui est absolument passionnant et exigeant, c'est quand un comité de pilotage est mis en place et qu'ensemble, nous tentons, avec des mots, de rédiger ce cahier des charges qui permettra aux artistes de se positionner, voire éventuellement de dépasser le cahier des charges, comme c'est très souvent le cas, et c'est absolument formidable, pour qu'ils puissent être dans une situation de donner à voir, Alors, il y a aussi une notion qui est extrêmement importante, c'est comment, en fait, ces projets peuvent aussi aller à la rencontre, évidemment, du public. Donc, lorsque le cahier des charges est rédigé, est écrit, et où il y a la participation de commanditaires, c'est tant mieux, ce n'est pas toujours le cas. Donc, cela veut dire aussi que sur les questions de la médiation, il faut y réfléchir finement, parce que ce n'est pas un cadre muséographique, ce n'est pas non plus le cadre expérimental comme celui d'un centre d'art, comme celui d'un FRAC, ce n'est pas non plus tout à fait une collection. Donc comment est-ce que les publics peuvent se retrouver et être en état de familiarité
voire d'intimité avec une œuvre. Là aussi, cela demande du temps. Et puis parfois, il y a des œuvres, je dirais, qui fonctionnent presque immédiatement. La temporalité est importante parce que est-ce que l'on parle de la même manière d'une œuvre dans les années 70 qu'actuellement 30 ans ou 40 ans, ce n'est rien dans une histoire de l'art. Donc à un moment donné, il s'agit bien d'avoir ce regard qui soit un regard historiquement renseigné et en même temps sans arrêt dans une réinterrogation contemporaine. Et pour cela, le dialogue avec les artistes est absolument passionnant. Lorsque l'on parle avec les artistes sur le devenir d'une œuvre, ou lorsqu'elle est en place, ce qu'elle devient. Et c'est pour cela que des projets comme le vôtre est extrêmement important, parce que je crois malheureusement que le public, les publics, par rapport à la commande publique, justement, ne voient que le travail terminal, en quelque sorte. Alors que des appels d'offres ont été lancés, alors que d'autres artistes très souvent passionnants aussi ont été convoqués, n'ont pas été retenus pour de très bonnes, parfois et de moins bonnes raisons. Il y a des maquettes, des projets qui ont été élaborés. Et l'œuvre terminale, si vous voulez, je vais prendre une image, c'est comme si vous voulez un mets que l'on déguste, et lorsque l'on commence à avoir la recette de tout ce qui fait qu'un plat est absolument succulent, on en arrive où effectivement on le déguste, mais toute cette période probatoire est absolument passionnante. Elle est passionnante et je crois que les publics ont envie de ça. Ouais. Moi, je peux simplement témoigner de ce que j'ai pu constater pour Estuaire ou même pour d'autres projets précédents. Je pense en particulier en Champagne-Ardenne avec ces œuvres qui ont été réalisées comme celle de Klaus Rink, pas très loin du lac de la Forêt d'Orient. On se rend compte que le fait de pouvoir envisager avec ces publics du comment, du pourquoi d'une œuvre, de son devenir et de la manière dont elle a été aussi construite et fabriquée avec des savoir-faire, souvent des équipes techniques qui ont aussi une compétence très très grande. Bref, il y a beaucoup de manières d'appréhender en fait la question de la naissance d'une œuvre. Et cela nécessite effectivement des médiations qui soient des médiations avec des compétences très diverses. Des historiens d'art, oui, bien sûr, mais des anthropologues aussi. Mais aussi des techniciens, mais aussi des régisseurs et aussi des utilisateurs. Je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment un artiste ou des artistes, à un moment donné, répondent bien évidemment à un cahier des charges. Je l'ai dit précédemment, parfois le déplace quelque peu, ou le dépasse. Et assez souvent le projet, moi je connais assez peu en fait de projets qui n'aient pas été altérés au sens musical du terme, hein, comme une altération si vous voulez, avec un bémol ou un dièse. Hein. On augmente d'un demi-ton, on descend d'un demi-ton. Et de voir comment, en fait, justement, cette capacité, bien évidemment, qu'ont les artistes, à un moment donné, d'être dans cette porosité sans rien enlever parfois de la radicalité des projets. Ce n'est pas pour m'écarter de la problématique de la médiation, mais je crois qu'il est extrêmement important aussi que les publics se rendent compte qu'il y a justement un espace-temps qui est en fait un espace-temps très humain quelque part, hein, entre ce que l'on désire avoir, ce que l'on désire faire, ce qui est possible, ce qui est envisageable, et surtout idéalement, on ne pensait même pas que cela pouvait arriver, et cela arrive quand même. Je crois que c'est la question peut-être de la création aussi. Malgré les contraintes, malgré je dirais, ce cheminement, parfois, encore une fois, parfois qui peut être assez long, mais cela fait véritablement partie d'une aventure humaine.
je crois aussi de dire que très, très modestement que l'action du ministère de la Culture, c'est quand même ce travail sur le terrain des conseillères plastiques sur le territoire, qui passent beaucoup de temps sur le terrain pour justement être à l'écoute, et que la commande publique, si elle a su et elle a pu essaimer sur tout le territoire, c'est évidemment un travail collégial. Il est vrai aussi que le dispositif de la commande publique peut permettre parfois un rééquilibrage territorial des politiques culturelles. Sur un territoire par exemple comme les Pays de la Loire, c'est absolument formidable qu'il se passe beaucoup de choses du côté de l'océan, certes, et du côté de l'estuaire, mais bien évidemment aussi ne pas oublier d'autres territoires qui parfois, où il y a parfois des opportunités patrimoniales ou autres absolument passionnantes. Et je crois que c'est aussi le devoir de l'État, quelque part, d'être vigilant par rapport à cela. Alors évidemment, c'est un peu aisé à dire de cette manière-là, mais je crois que c'est extrêmement important sur la question aussi de la démocratisation culturelle, tout simplement.